Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Déclenché après 27 mois de lutte devenue très vite opiniâtre et de plus en plus effective, la grève générale de 8 jours implique toute la population dans toute sa configuration, en dépit de sa forme d'action, boycottage de toute activité publique ou privée et du caractère général qu'elle a revêtu durant toute la durée imposée, une absence totale de toute manifestation violente. La réaction des forces de la 10e division parachutiste a été extrêmement brutale et sans précédent. Dans sa forme d'expression, par son de 8 jours, constitue une étape déterminante de la guerre de libération nationale ainsi qu'une phase culminante de la résistance urbaine des Algériens. Pour évoquer la grève des 8 jours, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Bouhalfa Amazit, journaliste et scénariste, et M. Fouad Soufi, historien et archiviste. M. Bouhalfa Amazit, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci à vous. M. Fouad Soufi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Je commence avec vous. Alors on parle de grève de 8 jours, grève des 8 jours. Et vous avez remarqué que j'ai dit grève de 8 jours et à la fin, des 8 jours. Des 8 jours, oui. Il a été décidé d'une grève générale, d'une durée de 8 jours. Et par la suite, la langue évolue. Hein. On a des historiens ou ceux qui sont intéressés à ça, même les journalistes, parce que là, c'est la part grosse, ce pas les historiens, ce sont surtout les journalistes, tant algériens d'ailleurs que français. Ça, c'est un point très intéressant dans l'histoire de cette période. De cette période. Et ça devient la grève des 8 jours. Mais enfin, ça ne change rien, ni au drame, ni à ce... Dans un contexte particulier, donc pratiquement un peu plus de 2 années après le déclenchement de la guerre de libération nationale, après l'offensive du Nord-Constantinois, qui a vu une participation populaire extraordinaire également. Intervient à un moment très particulier de l'évolution de la guerre de libération elle-même. Elle intervient à un moment particulier en ce sens que le rang d'observation était terminé entre les deux belligérants. Que ce soit du côté français, on a voté les pouvoirs spéciaux, on a institutionnalisé la guerre, et de l'autre côté aussi, on a mis la révolution, ce n'était plus la simple guerre, la révolution sur rail au congrès de la Soumane. Nous sommes 3 mois après le congrès de la Soumane. Le congrès de la Soumane a doté donc cette révolution d'institutions, dont le CCE. Et le CNRA, bien sûr. Le CCE, c'est-à-dire que la grève des 8 jours sera la première expérience d'organisation de ce CCE, de cette institution. Il décide d'une grève des 8 jours. Sera-t-il entendu? Sera-t-elle suivie? Quelles seront les conséquences? Comment est-ce que ça va être accueilli? Pourquoi 8 jours? Pourquoi pas moins? Beaucoup, particulièrement dans les structures, disons, de l'ALM, se sont interrogées sur cette durée. Grève de 8 jours, dans les livres, on apprend qu'une grève de 8 jours, c'est une grève insurrectionnelle. Donc il faut préparer l'après. Il dit que les recherches qu'il a faites l'ont amené à prouver que si on a versé 10 000 soldats dans ce qu'on va appeler improprement la bataille d'Alger, parce qu'il n'y a pas eu une bataille, il y a eu une répression à tous azimuts, et puis concentré surtout sur Alger, alors que la grève concernait l'ensemble du pays. Et donc, si cette grève a mobilisé autant de soldats, c'était parce qu'ils avaient peur
pour l'appareil économique. Et bien entendu, la raison d'être du colonialisme, c'est bien entendu le profit, les marchés, l'économie. Et ceux qui ont décidé de cela, on a très très vite considéré ça comme aujourd'hui. C'est surtout la vox populi, ce n'est pas les historiens ne se sont pas encore suffisamment interrogés chez nous parce que on se rend compte que si Aben, particulièrement Aben et Ben Mehdi, parce que le congrès de la Soumam a donné naissance à de nouveaux personnages charismatiques qui ont remplacé les 6 du 1er novembre. Du premier coup de feu du 1er novembre, qui ont pris en charge ce qu'on appelle les pères fondateurs de la Révolution, qui ont pris en charge. Maintenant, ce sont des organisateurs. S'ils ont décidé de cela, on s'interroge, est-ce que ce n'est pas pour introduire d'autres formes de lutte qui impliquent davantage la société et la population? On a vu, bien sûr, ça se passera après, l'irruption du peuple en décembre 60, quel a été l'impact sur l'histoire et sur le déroulement des faits des événements. Donc, cette grève qui a été, et je voudrais insister sur une chose, elle a été profondément altérée, mais d'un autre côté aussi, bon, c'est la force du cinéma, par le film. Et tout le film ne parle pas de l'impact de la grève. Quels sont aujourd'hui, je voudrais bien savoir, quels sont les résultats, de cette grève à travers le pays? Quels ont été les effets économiques? Comment elle a été suivie à travers le pays, et non pas seulement Alger. Donc le film, c'est en ce sens que je dis que le film a profondément altéré notre connaissance de cet événement qui est d'importance. Et la connaissance, bien entendu, des Algériens et des jeunes Algériens en particulier. Donc, tous ces faits, là, l'un dans l'autre. Une ville qui a déjà 700 000 habitants, c'est déjà une autre histoire. C'est déjà une autre histoire. Ce qui explique, alors, par contre, effectivement, que nous avons focalisé, et tout le monde focalise sur Alger. C'est d'autant plus normal que je répète toujours ce journaliste américain qui disait un pétard qui explose à Alger fait plus de bruit qu'une bombe qui explose à Oran, parce que tous les journalistes sont là. Maintenant, il y a un autre élément sur lequel, alors là oui, je pense que c'est attesté, c'est l'Assemblée générale de l'ONU. Oui. Hein? Et donc il fallait montrer ce lien entre le FLN, le représentant du peuple, et le peuple. Et donc le lien peut-être le meilleur, ça aurait été de paralyser la vie économique et sociale, etc. Mais la répression va être féroce. D'autant plus féroce que la mobilisation a été acquise. Hein, c'est par camion entier qu'on va chercher les travailleurs. On va défoncer il paraît même les boutiques. Les boutiques. Il paraît même qu'Ablida, le colonel Argou, a fait tirer d'un tank sur un magasin parce que l'épicier n'a pas voulu ouvrir. Enfin, c'est une histoire. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'apparaissent au moins 2 personnages. Je n'ai pas pisté les autres. Hein. Ouais. 2 personnages, le colonel Argou. Oui. Et le colonel Godard. Godard à Alger. À Alger. Oui. Et ces personnages, on va les retrouver un peu plus tard. Oui. Hein, on va les retrouver. Durant la répression, donc vers la fin de l'année 57, oui. Une petite parenthèse, il y a un débat. Il y a un débat sur l'appellation, la bataille d'Alger. Alors, Rafa a dit non, c'est impropre. Mais effectivement, tout le monde dit que c'est impropre. Et on dit souvent, il vaut mieux parler de la grande répression. Ça, c'est une formule qu'on ne cite pas, hélas, de Meignier. C'est Meignier, à mon avis, dans mes lectures,
c'est le premier qui dit il ne faut pas dire la bataille d'Alger parce que c'était pas une bataille. C'était pas une bataille. Bon. D'autant que la bataille, elle était contre la Hélène, pas contre les fidèles. Mais je commence par algérien, sur la bataille d'Alger. Il y a celui à qui il faut rendre, et que je rendrai toujours hommage, il y a Gilali Sari. Il y a Gilali Sari qui a commis son livre sur... 8 jours de la bataille d'Alger d'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage. Boukhalifa, la grève, le premier jour, donc le 28, Alger était paralysé la matinée. Et puis tout de suite, ça sera justement le début d'une terrible répression. C'est le but de toute grève, bien sûr, c'est une évidence. Son but est de paralyser la vie d'une communauté, d'une société, d'une ville, d'une région. C'est tout à fait normal. Seulement, cette grève est ceci de spécial, c'est-à-dire que, en plus du fait que toute activité économique ou autre doit cesser, il y avait aussi le fait de rester à la maison, de ne pas bouger. Pour beaucoup, c'était une erreur parce que on a arrêté des militants quand ils ont commencé à détricoter l'organisation de la zone autonome d'Alger. La zone autonome qui avait une expérience, mais qui a été institutionnalisée officiellement avec le congrès de la Soumane, comme les autres institutions. Attention, il y avait des fidèles en nombre, mais les actifs n'étaient pas. Il y avait en permanence, bien entendu, 50 fidèles à peu près, une cinquantaine, pour toute la ville, c'est-à-dire ceux qui étaient opérationnels, qui étaient chargés des opérations, des actions militaires, etc. Donc, ils n'étaient pas des masses, mais c'est le principe d'ami si tu tombes, un homme sort de l'ombre à ta place, et ils s'interchangeaient. La zone était divisée en trois parties, la Casbah, le centre, Belcourt et l'ouest, et l'est, pardon, après la Harash. Donc, le courant, la communication ne passait pas, c'est-à-dire que tout le monde était enfermé. Et c'est ça qui a grandement permis le détricotage de l'organisation. Donc, d'un point de vue militaire, disons, d'un point de vue strictement tactique, militaire, etc., c'est vrai que c'était assez hasardeux. Mais l'objectif était, je le répète, la grève, cette grève politique, et j'aime la précision qui a été apportée par mon ami Fouad, c'est cette grève politique. C'est-à-dire que voilà pour la première fois une autre forme de combat, une autre forme de mobilisation, une autre forme de lutte pour apporter, c'est-à-dire apporter du souffle pour permettre à la décompression des maquis. D'ailleurs, les Français se disaient il faut se débarrasser, l'armée se débarrasser des problèmes urbains pour s'occuper ensuite des maquis. Le film, et ça je pense que c'est Yassif Saadi qui a soufflé ça dans le dialogue, et c'est vrai que pour l'armée française, on est tranquille. Les Français, c'est-à-dire qu'on assure la sécurité des populations européennes, maintenant on va s'occuper des maquis. Et c'est là, par la suite, ce qui s'est passé avec plus tard les opérations Chal en 58. Et pour ce faire, il y avait un dispositif de quadrillage. La ville était quadrillée. Encore une fois. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, on aurait pu. Comment que ça a commencé? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre? Est-ce qu'il y a eu des tracts?
Alors, il y a un seul tract, c'est sûr, c'est celui de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, l'organisation qui venait d'ailleurs de voir le jour en 56. Une année. L'UGTA a fait donc un appel donc, à la grève. Elle a lancé un appel. Mais ça n'aurait pas suffi. C'est clair que ça n'aurait pas suffi. Alors, en révisant mes papiers, il y a deux thèses. Mais je crois que les deux sont complémentaires. C'est Radio Le Caire, South Al-Arab, qui annonce la grève pour le 28 janvier. Apparemment, c'est établi. Maintenant, il faudrait aller au Caire pour voir les archives. Mais j'ai retrouvé dans le livre de l'anglais Alistair Horn, paru en 1977 en anglais. Hein. Donc on ne pouvait pas peut-être le lire en anglais, il n'était peut-être pas diffusé chez nous en anglais, mais enfin, ceux qui s'intéressaient à ça, le savoir. Et là, on trouve un extrait de cet appel. Je ne sais plus trop maintenant que j'en parle, si c'est un extrait de l'appel de Radio Le Caire ou du tract. Mais ça m'a l'air d'être un tract. Mais il ne donne pas sa source. Mais c'est un vocabulaire totalement politique. L'adhésion du peuple au FLN dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, enfin, et beaucoup d'autres choses. Mais c'est un extrait sans référence. Alors on fait confiance à Alistair Horn, surtout que son livre va avoir des incidences. Il écrit comme ça, c'est en anglais, il écrit sur peut-être ce qu'il a vécu, je ne sais pas trop. Et puis ça va avoir des incidences sur les rapports entre tout ce qu'il a dit lui avant son livre et qu'il a mis dans son livre sur ce qui va se passer aux États-Unis. Même Kennedy. C'est une histoire qu'on n'a pas encore très bien mise en place. Hein, voilà. Donc il y a ce déclenchement. Est-ce que tout le monde écoutait South Al-Arab? Est-ce que tout le monde a eu entre les mains ce tract? S'il y a des témoins, ce serait... Mais je pense qu'il y avait une préparation, notamment dans les villes, parce qu'ils ont même dégagé un budget pour soutenir les familles démunies, etc., pour acheter les vivres. Les gens faisaient des provisions, on s'est occupé des nécessiteux qui ont été recueillis. Il fallait faire, c'est-à-dire... impressionnant. Alors qu'il y avait, je me rappelle, j'étais gamin, pour aller de Belmorad Raïs où j'habitais jusqu'à l'école Carrière, le boulevard de Verdun, ou à la Casbah, dans la haute Casbah, au boulevard de Verdun, en face de la caserne d'Orléans. Pour aller de là-bas, il y avait je ne sais pas combien de barrages. Et puis chaque véhicule portait un numéro c'est-à-dire de l'arrondissement. Et l'arrondissement, ce n'était pas un arrondissement policier, c'était un arrondissement tracé par les militaires, c'est-à-dire parce qu'ils avaient les pleins pouvoirs. On leur a donné le 10, ils ont reçu les pouvoirs de police. Les pouvoirs de police, c'est-à-dire ils avaient neutralisé la police, ce qui a fait grincer des dents à des gens comme Tedjen, des gens comme les opérations de police menées par les policiers. Donc, il y avait cette ambiance de ville morte. Les écoles, les lycées, tout ce qui était établissement, les magasins, ont été pris d'assaut avant. On a acheté, on s'est approvisionné et on s'est cloîtré. C'était un petit peu l'opération Covid avant l'heure. C'était exactement de la même manière que ça a été vécu. Et ça, c'était une preuve pour les correspondants de presse, c'était une preuve pour l'opinion internationale que la grève était réellement suivie. Maintenant, c'est vrai que nous connaissons grâce aux ouvrages
Youssef Saadi. Nous connaissons comment les choses se sont passées à la Casbah, mais je voudrais bien savoir comment elles se sont passées à Fordreau, à Belcourt, comment elles se sont passées à Harrach, dans tel quartier, comment ça s'est passé à Boufarik. Et dans l'émigration, parce qu'il y avait bien sûr, des ouvriers algériens qui ont fait l'émigration, bien sûr, la grève les concernait aussi. Ouais. Comment est-ce que ça a été suivi? Quelle a été la réaction? Mais toutes ces questions-là, nous n'avons pas de réponse parce que nous n'avons pas de documents. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Nous n'avons pas d'archives. Je ne dis pas que les archives n'existent pas. Mais il est temps qu'on s'intéresse à cela. C'est-à-dire pour qu'on puisse réellement mesurer l'importance de cette... Maintenant, nous devinons l'importance. Ou alors les témoins nous ont raconté l'importance de cet événement. Mais son importance historique, c'est-à-dire du point de vue de l'histoire, nous ne l'avons pas encore jusqu'à présent. Et ce n'est pas la moindre des choses, le nombre des victimes. J'ai appris dernièrement qu'une enquête qui a été menée par des juristes, des avocats algériens, dont Mme Ben Brahim, le maître Ben Brahim, qui nous a dit que les disparus, c'était pratiquement le double qu'ils étaient arrivés pendant la bataille d'Alger, que ce n'était pas les 3600 à 4000, mais plutôt 8000 disparus. Et pendant ces 8 jours. C'est quand même, c'est incroyable. C'est incroyable. Par-delà, c'est-à-dire, nous n'allons pas passer notre temps à maudire mais il faut voir les choses d'une façon froide, claire. Ce qui s'est passé, ce sont des faits d'histoire. Et ce n'est pas de l'incantation que de les rappeler. Nous n'allons pas, parce que cela gêne des gens ou l'autre partie en conflit, dans le conflit, ce n'est pas parce que les jeunes que nous n'allons pas les évoquer. Ouais. C'est nous, les victimes, c'est nous qui avons été les victimes de cette tragédie, les principales victimes de cette tragédie. Et puis, il y a aussi un fait, cette histoire de la violence des deux côtés, c'est de la fumisterie. Oui, c'est de la fumisterie. Les événements ne se sont pas passés dans le Limousin ou la Picardie, ils se passaient ici, chez nous, dans notre pays. Et puis, bon, je crois que ce n'est qu'en menant des recherches, et il n'est jamais trop tard, ce n'est qu'en menant des recherches, même 70 ans après, ou même 100 ans après, ce n'est qu'en menant des recherches sérieuses, avec des gens sérieux, crédibles, qui consulteront des documents avérés, enregistrés, que nous allons écrire l'histoire de ce pays, en dehors de toute fantaisie, de toute exagération, de tout partisanisme. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Fouad Soufi. Djilali Sari met en exergue un plan qui a été un plan de répressif. Donc, Donc le premier jour, ils se sont contentés à défoncer les boutiques, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Ce n'est qu'au troisième jour, lorsque le port était vraiment bloqué, qu'ils ont commencé les rafles. Donc on raflait des centaines d'Algériens, voire des milliers. Donc il y a eu un plan qui a été... C'est-à-dire que ça montre, j'allais dire le désarroi, mais je cherche un autre mot. Cette grève va contredire toutes les versions développées par la propagande française sur l'attitude de la population. Sur qu'elle était dans un autre monde. Il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Si je dis ça, si je rapporte ça, c'est pour dire qu'en réalité, à partir sur ces Godard et Argoud et compagnie, à partir de petits détails, ils ont essayé de casser l'esprit de résistance et de solidarité, de la population. En disant, vous voyez, celui-là, il nous a dit frappez-moi, frappez-moi.
C'est une période, c'est vrai, qui ne concerne pas que les historiens. Oui. Le traumatisme a été tel qu'un historien n'a pas les outils pour analyser, je fais semblant d'utiliser le mot analyse. L'analyse, c'est la psychanalyse. Pour analyser le comportement et du tortionnaire, mais alors ça, on s'en fiche, et surtout du torturé. Et le torturé ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. C'est rare quand on trouve. C'est une humiliation extrême. Ouais. C'est rare quand on trouve. Elle est faite pour ça, d'ailleurs. Ouais. Humilier. Ce sont des C'est avilir, c'est vraiment. L'individu, ce n'est pas pour avoir des renseignements. Et ça, c'est une part d'histoire qui va rester longtemps enfouie et même peut-être va disparaître. Ah oui. Ça, dès que les enfants. Pourquoi? Parce que le fait de torture, le fait de la torture elle-même, peut être inhérent à la guerre, au fait de violence extrême. La guerre est une violence extrême. Et la torture est un des éléments. Or, là, elle était institutionnalisée par l'État français. M. Ossarès, dans ses récits, le dit et le répète, qu'il torturait, et c'était à l'Élysée, on le savait. Ouais. On le savait à Matignon, on le savait dans tous les lieux où réside le pouvoir de la 4e et de la 5e République plus tard, et de la 4e République. Tout le monde savait. Tout le monde savait, sauf ceux qui ne voulaient pas savoir. C'est-à-dire que... Et il y avait, c'est-à-dire... Et là, il faut peut-être rendre hommage à ces appelés qui tombaient des nues. Lorsqu'on le fait venir de la Bourgogne, de sa Bourgogne natale, il vient ici pour voir comment est-ce qu'on traite les gens, et puis au su de tout le monde, au vu des autorités locales, et puis tout le monde le sait. Et puis quand ils s'en sont retournés là-bas, et ils ont dénoncé, ils ont parlé de ça, on leur a rayonné, c'est-à-dire que tout le monde le savait. Donc ce n'était pas un fait de guerre, c'était institutionnalisé comme méthode. Non pas pour tirer des renseignements, je le dis et je le répète, et les psychanalystes qui se sont penchés sur la question le disent et le pensent, et Fanon avant tout le monde, c'était pour humilier l'adversaire, humilier le combattant qui était en face, parce que c'est dans l'esprit même du colonialisme de ravaler l'homme, de le ravaler au niveau de la bête, pour en faire une bête humaine. Et Fanon le dit aussi. On en a fait des bêtes humaines. Et c'était ça Et la bataille d'Alger a cristallisé, enfin je dis encore une fois, la bataille d'Alger, je mets ça entre guillemets, avec des louches de guillemets des deux côtés, cet événement d'importance a cristallisé justement ce qu'il y a de plus terrible. Les Algériens connaissent, et je le dis souvent, les Algériens connaissent, l'armée française connaissent les Français, ils les connaissent, ils les pratiquent. La torture a commencé, vous savez, quand on voulait savoir où étaient cachés les Matmora, parce qu'il fallait, où les paysans cachaient leur blé dans les années au 19e siècle, quand ils torturaient les paysans comme ça, gratuitement, juste pour avoir un renseignement. Mais ça, et ça n'a jamais quitté, attention, ça n'a jamais quitté. On dit, oui, ils sont venus, se sont entraînés au Vietnam, ils ne sont jamais arrêtés s'entraîner ici. Et ça a été, la torture a été tout le temps pratiquée, c'est des coups de poing, des coups de godasse, des coups de machin, c'était... Mais là, quand ce qu'on appelle les crevettes bijards, mais tout ça, c'est des formules de journalistes. Oui, oui. C'est des formules de journalistes, on ne s'indignait pas. Combien en dehors si on prend le général, comment il s'appelle,
le fameux Déjà. non, c'est celui qui a dénoncé la torture. Paris de la Bollardière, si on prend Tedjen, si on prend René Gide, si on prend le commissaire divisionnaire, le fameux commissaire divisionnaire, qui ont plus ou moins dénoncé, il n'y a pas des masses. Ouais. Il n'y a pas des masses. Je n'ai pas vu les écrivains, je n'ai pas vu bien sûr, a posteriori, ça s'est fait. Ouais. Mais pas à l'époque. Que Sartre. Oui, en dehors de Sartre, oui, il n'y a personne. En dehors de Sartre, Simone de Beauvoir ou Janson, quelques machins, Mauriac, qui ont dénoncé cela. Mais insuffisamment par rapport à l'ampleur. À l'ampleur, c'est 8000 disparus. 8000 disparus. 8000 disparus, ce n'est pas... Et puis, ça renseigne déjà, parce que c'est un indice peut-être, faut être souffri, que le mot d'ordre de la grève était suivi, notamment à partir du 3e jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de courriers qui ne trompent pas. Par exemple, le directeur du port qui a saisi donc les autorités compétentes, disons qu'il y a plus de 300 et quelques travailleurs qui seront d'ailleurs renvoyés, radiés des effectifs des dockers. Il y a le directeur des PTT d'Alger qui a également établi une liste pour vous dire que le système a été bloqué. Et les éboueurs d'Alger, on a fait appel à des prisonniers. Donc il y a un certain nombre d'activités qui ont été assurées par des non-professionnels. Ça, c'est dans les textes il y a même, en général, voilà. C'est pour casser la grève. Donc, il y a toujours des jaunes. Donc le mot d'ordre a été suivi. Alors le mot d'ordre a été suivi et les historiens n'ont pas suivi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, oui. Il faut aller effectivement aux archives, et Sarri l'a fait. Il a récupéré certaines correspondances. Voilà. Et j'ai trouvé, chez l'anglais Alistair Horn, il donne des pourcentages de grévistes. Ouais. Alger, Oran, Constantine. Ouais. Moi, je veux bien, mais c'est dans c'est au PTT et... au port, notamment. Non, les chemins de fer. Les chemins de fer également. Oui. Les chemins de fer. Les chemins de fer. C'est clair, les cheminots d'Alger... algérien, d'Alger, lui il dit c'est pas 99%, c'est 100%. C'est vrai que les trains ne partaient plus. Et ça choque. Oui. Les dockers, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas des dockers. Mais lui, c'est les chemins de fer et les 50 ans après, d'aller voir ce qui s'est passé à Constantine, ce qui s'est passé à Oran. Lui, il donne des chiffres aussi pour Oran et Constantine. Mais il ne donne pas de chiffre de Annaba, il ne donne pas de chiffre de Blida, il ne donne pas... Mais ça, on ne va pas lui reprocher. On va se le reprocher à nous. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une grève générale lancée par le CCE qui va répondre. C'est facile, effectivement, d'aller au chemin de fer, au PTT, à l'EGA, l'électricité. Ouais. Bon, c'est parce que ce sont des administrations. Oui. Maintenant, dès que l'on rentre dans notre couche sociale, c'est plus compliqué. Les épiciers, on ne sait pas trop. On ne peut pas savoir. Enfin, comme ça, on ne peut pas deviner. Ah, bien sûr. Hein? Mais on va le savoir probablement dans les archives de la police. Parce que là, c'est la police qui va... Mais cette police, ce n'est pas elle qui est allée casser la grève, c'est l'armée. C'est l'armée. Et l'armée, comme toutes les armées françaises, comme toutes les armées, fait des rapports. Donc ça doit exister quelque part, tout ça. Mais ça n'existe pas tant qu'on ne les cherche pas. Je n'ai pas dit tant qu'on ne les trouve pas. Tant qu'on ne les cherche pas. Si on ne les cherche pas, on ne va pas les trouver. Voilà le travail qu'on devrait faire, entre autres. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, en tous les cas, l'histoire n'est jamais définitivement écrite. Il y a encore un travail immense à faire. Et il ne faut pas non plus, et je suis d'accord avec toi, il ne faut pas non plus que les effets que la question de la torture nous fait oublier ce type de travaux, de recherche. Il ne faut pas que ça provoque un voile
qui nous empêche de voir ce qu'il y a au-delà de la torture et qui peut-être va nous expliquer son usage et la violence de son usage. Ça commence à quel rapport y a-t-il entre un petit épicier de quartier et le cheminot? Bien le docker. Ou le docker, encore moins. Ben, ce rapport, c'est le FLN. C'est ça qui est. C'est ça la réponse. Intéressant. Et à chaque fois que le FLN a mobilisé, à chaque fois que, pour reprendre la formule de l'Arabie Mehdi, que la révolution a été jetée dans la rue, elle a été reprise. Parce que l'autre fois où il y aura un changement aussi important, aussi déterminant dans l'accélération de l'histoire, ça a été en décembre 60. Ça a été 61, c'était juillet 61, ça a été octobre 61. C'est-à-dire qu'à chaque fois, parce qu'on se rend compte d'une chose, en 45, si on prend 1945, ça a été la première fois que le peuple est sorti, il a manifesté ses revendications politiques. Ils ont tué jusqu'à n'en plus pouvoir, et l'autre fois où ça s'est passé, ça a été donc le soulèvement de 54, bien sûr, et cette grève des 8 jours, où le peuple répond en masse. C'est-à-dire que malgré cela, il en est encore aujourd'hui. Et je l'entends très souvent, je le lis dans des livres sérieux, très sérieux, où on dit que ce n'étaient pas tous les Algériens qui étaient impliqués dans la guerre de libération. C'est-à-dire que il y avait, de l'autre côté, il y avait des Algériens qui étaient contre. Mais qui a organisé le référendum de 1962, où il y a eu 99% des Algériens qui ont dit oui à l'indépendance? Ce n'est pas, c'est la France. Ce sont eux. Il aurait pu y avoir un 60%, un 70%, non, 99%. C'est-à-dire que le révisionnisme ambiant, parce ce qui est étonnant, c'est qu'il revient à la charge d'une façon extraordinaire. On a parlé de convocation de l'histoire à chaque fois que ceci. Non, c'est notre histoire. Nous, c'est notre histoire. Vous refusez de la voir. Jusqu'à aujourd'hui, il a fallu attendre quelques années, les années 90, 96, je crois, pour que Massu, pratiquement sur son lit de mort, désigne Osarès comme étant, il a dit, si vous voulez savoir tout sur la torture, demandez à Osarès. C'est lui qui a dénoncé, son général. Allez lui demander. Pourquoi est-ce que... Ce n'est que c'est en 2014 que l'armée française a donné les plans de la répartition des mines aux frontières de l'île Maurice-Échal. Qu'est-ce que c'est ça? Comment est-ce que nous devons lire et interpréter cela? Donc, à côté, les sornettes que nous entendons tous les jours, ces sornettes-là, ne sont que des tentatives de jeter un voile sur la vérité historique, sur la cruauté de cette guerre, et nous pouvons le dire, et ce n'est pas exagéré de dire que c'est la guerre de décolonisation la plus violente, au moins de la deuxième moitié du XXe siècle. Au moins. Et la plus brutale. D'ailleurs, pendant cette période des 8 jours, les parachutistes, ou bien l'administration coloniale d'une manière générale, va ouvrir davantage de centres ce qu'ils appelaient les centres de tri, les centres de transit, mais c'était des centres d'internement, tout simplement. Paul Cazel, il a été ouvert pendant la grève des 8, c'est-à-dire pendant les rafles. Oui, bien sûr, il y en a eu partout. Il y en a eu partout. On est en train d'en perdre la trace. Ça, c'est déjà moins glorieux. On est en train de perdre les traces de ces centres. C'est dommage.
C'est dommage, ne serait-ce qu'une plaque, dire ici, mais tout ça nous ramène effectivement à la construction de notre histoire. J'essaye de dire toujours que ce qui va se passer à Alger, c'est vrai, hein, je suis d'accord avec ce journaliste américain, fait nécessairement plus de bruit que n'importe quelle autre action, n'importe où. N'importe où. Jamais il n'a été, deuxièmement, jamais il n'a été dans l'esprit de n'importe quel colonel de wilaya d'affronter l'armée française et de la battre. Ce qui s'est passé, ce qui sera bien fou en Algérie. Non. Par contre, en 1956, un Français avait écrit un article dans lequel il disait qu'il n'y aura jamais de Dien Bien Phu militaire, mais on va vers un Dien Bien Phu politique. 56, hein, et dans un journal d'Oran en plus. Ce n'était pas un tandem FLN-ALN, c'était le FLN. L'ALN était le bras armé, était une institution du FLN. Ça, il faut c'est ce que Boussouf a écrit. Exactement. Et par rapport à cette prouesse donc, du FLN, voilà. Cette prouesse du FLN, cette prouesse voilà, cette grève était une preuve, encore une fois, éclatante que cette, et je vais emprunter le mot à mon ami Fouad, c'est que c'est une guerre, c'était une guerre populaire menée par le peuple et pour le peuple, comme le disait la devise de la République algérienne. Oui. Voilà, je tiens à vous remercier donc d'avoir évoqué quelques aspects donc de ce moment important de notre guerre de libération et de notre histoire. Merci pour Sophie, merci Bouhalfa Amazit. Je tiens à remercier également toute l'équipe technique du Studio 7 qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.